Bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports, une édition 2010. Et pour l'ouvrir cette année, c'est Ludovic Luquin qui est en notre compagnie. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Alors Ludovic, bien souvent, avant d'être manager, les gens oublient souvent que vous avez été compétiteur motard. Tout à fait. C'est vrai que ça a été l'aboutissement de tout. Moi, j'ai concouru pendant un bon nombre d'années en compétition en motocross. Ils ont à peu près 25 ans, quoi, avec 3 titres à la clé. Un titre de champion de France Supercross et 2 de motocross. Mais ça aurait pu ne pas être le cas, Ludovic, comme on va le voir un petit peu dans ce récapitulatif un petit peu de votre carrière ou de votre vie. Vous êtes né le 26 septembre 1967 à Romilly-sur-Seine. Et pourtant, ça a failli ne jamais être le cas, on peut le dire. Si vous êtes né à Romilly, c'est un petit peu par accident. Parce qu'à cette époque, le travail de votre père, il travaillait dans les autoroutes, je crois. En fait, vous viviez quasiment dans la caravane, au gré des chantiers. Et par hasard, vous êtes arrêté à Romilly. Et donc, pour l'occasion, vous êtes né à Romilly. Oui, mais moi, je m'en souviens pas. Mais... Donc, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, finalement, vous êtes au bois un petit peu par accident, même si vous l'étiez à l'origine. Mes parents, ils sont quand même au bois d'origine. Donc, quelque part, c'est un petit peu la bonne étoile qui vous a fait... Retour aux sources. Alors, au gré donc, des pérégrinations de votre famille, vous visitez un petit peu la France, avec une vie un petit peu de nomade. C'est particulier un petit peu cette vie ? Je m'en rappelle pas vraiment, hein. C'est vraiment ma petite enfance, donc ça n'a pas beaucoup changé les années après, puisque la compétition m'a amené à voyager beaucoup aussi. Oui. Donc c'est resté dans le même état d'esprit. Il y a déjà une prédisposition quand même pour la moto. Sur cette photo-là, on voit déjà qu'il y a déjà le geste. Hein. Il faut dire que c'est le papa qui a une prédisposition pour la moto. C'est le papa qui aime la moto et qui décide de vous montrer un petit peu, de vous donner le goût à la moto. Tout à fait. Mon père avait rêvé dans sa jeunesse de faire du motocross. Il n'a jamais pu arriver à ses fins. Et donc, dès qu'il a pu me mettre sur une moto, il l'a fait. Alors, vous êtes fixé définitivement vers l'âge de 7 ans, je crois. Là, vous habitez Crenay et vous habitez Crenay pour de bon. Je crois que c'était en 1973. Oui. Donc, 1973 à 1978, vous restez à Crenay. Vous ne bougez plus, vous n'avez plus de caravane, c'est fini. Tout à fait. On reste stable. On reste sur la même commune. Et il faut attendre quand même, je crois que vers les 10 ans, pour qu'on vous achète votre première moto. C'est pas un peu tard pour débuter ? C'est tard, oui. J'ai débuté à 14 ans, en fait. Donc, décembre 1980, en fait. C'est très tard. À l'heure actuelle, ça serait quasiment mission impossible. Oui. Malgré tout, j'ai quand même réussi un parcours assez honorable. Donc, Et pourtant, est-ce que vous hésitiez avant ? Parce que juste avant la moto, il y a une petite percée dans le monde du football, parce qu'il y a une petite carrière à Crenay, puis un petit peu au taf. Hein. Vous avez fait du football. Hein. Et si les gens qui l'ignorent, maintenant, ils ne l'ignorent plus. Hein. Oui, j'ai joué au foot à Crenay pendant un bon nombre d'années. Puis après, je suis allé au taf. Mon père était déjà un fervent supporter du taf et on allait voir des matchs régulièrement. Oui. D'accord. Donc, on l'a dit, vous êtes tourné vers la moto, heureusement, j'ai envie de dire, parce que là, vous vous êtes découvert, en fait, des talents. Parce que, à cette époque-là, le motocross, ça vous a plu et vous avez montré des prédispositions évidentes. Oui, j'ai tout de suite adhéré à mon sport. Hein. Déjà, je faisais pas mal de vélo avant pour m'amuser un petit peu dans la terre. Et dès que j'ai eu une moto, ça a été un petit peu difficile au début parce que ça paraît facile, mais quand on monte sur une moto, c'est quand même assez difficile. Donc, on vous voit là justement avec votre père qui vous suivait justement un petit peu sur toutes les courses. Ça, c'est au Grand Prix du Luxembourg 89. Ouais. C'est les années 80 qui lancent votre carrière et c'est pas un peu difficile au début parce qu'il y a des tas d'autres pilotes chevronnés, donc c'est difficile de se faire une place un petit peu, surtout quand on a débuté ça tard dans la moto. Oui, il y a eu. Je suis arrivé en même temps que Jean-Michel Baye, que des gens comme ça. Ouais, c'est le pape de la moto, Jean-Michel Baye. Voilà, et on était un petit peu dans l'ombre de Jean-Michel et j'ai essayé de persévérer et puis de donner le meilleur de moi-même tout au long de ces années. Et puis des années, ça a été mieux que d'autres. Et
dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est l'époque dorée du motocross, parce qu'à cette époque-là, il y avait le Supercross de Bercy, les championnats du monde, on suivait les courses à la télé. Franchement, vous avez vécu une époque idyllique pour le motocross. Moi, je pense qu'on a vécu les belles années des sports mécaniques. Il y a toujours du beau spectacle, il y a toujours de belles courses, mais ça a pris une tournure assez différente depuis quelques années, quoi. Mhm. Le spectacle, la façon de s'organiser, tout a changé. Ouais, c'est différent, ça a été mis de côté. C'est totalement différent. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Ouais, c'est plus la même façon de voir les choses. Non. Mais bon, faut s'adapter à chaque nouveauté et voilà, quoi. Bon, les titres ont suivi quand même, parce que là, si on les égrène, vice-champion de France junior, champion de France 500 cm3, vainqueur des 24 heures tout-terrain, troisième des championnats de France de Supercross, champion de France de Supercross 250 cm3, vainqueur de la Coupe des As, cinquième au motocross des Nations, champion de France motocross 500 cm3 en 1989. Honnêtement, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir le même quand même. Oui, il y en a qui aimeraient avoir le même. Bon, il y en a qui ont fait beaucoup mieux, il y en a qui ont fait beaucoup moins bien. Je pense que après, le regard qu'on peut avoir après des années de compétition, je pense que c'est surtout par rapport à notre santé physique. Mm-hmm. Il y a quand même beaucoup de mes compatriotes qui ont eu des accidents graves, qui sont restés paraplégiques, par exemple. Donc, parce que vous n'avez jamais rien eu. C'est l'une des spécificités de votre carrière. Eu des entorses, quelques bobos aux vertèbres, mais jamais de membres cassés, quoi. Je me suis jamais cassé un os en motocross, en fait, Ouais. jusqu'à aujourd'hui, donc je touche du bois. On peut dire que vous aimiez aussi la vie de nomade en tant que pilote, puisque par la suite, pendant votre carrière, avec votre femme, que vous avez rencontrée en 1989, par l'intermédiaire de son frère, Thierry Lassaigne, vous l'avez amené un petit peu partout, hein. Sarlat, Troyes bien sûr, Toulouse, Châtellerault, Saint-Benoît-sur-Seine. Vous avez fait encore le nomade. C'était quelque chose en tant que pilote, c'était peut-être obligé. Disons que certaines fois, on est obligé de se rapprocher de nos partenaires, quoi. Quand on était à Sarlat, c'est un peu comme un joueur de foot qui va à son club et il change assez souvent de région. Là, j'ai été amené à changer de région par rapport à mes partenaires. Et puis il y a des fois où on a trouvé des endroits assez accueillants et qui facilitaient surtout notre entraînement et notre vie de sportif, quoi. Alors aujourd'hui, vous êtes fixe. Vous êtes installé à Granges-l'Évêque depuis un petit bout de temps. C'est d'ailleurs pas normal puisque vous ne bougez plus. Vous êtes reconverti manager du Team Luquin avec succès puisque vous avez encore tout gagné sur le championnat Supermotard cette année. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres activités en parallèle comme le traçage des terrains du Stade de France, des motocross du Stade de France, de celui de Bercy. Et il y a un savoir-faire. On vous demande, Ludovic Lequin, de transmettre ce savoir-faire. Ça doit être une vraie fierté, ça. Disons que c'est mon père qui était dans les travaux publics et dès l'âge de 4 ans, il m'a appris à tatouiller, à bricoler avec les engins. Et puis j'ai appris tout au long de mon adolescence. Et puis quand j'ai évolué dans mon sport, ça m'a permis de conjuguer le sport et le savoir-faire en matière de terrassement. Donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc aujourd'hui, je trace encore des pistes comme bientôt au mois de mars pour le Supermotard de Tours, indoor. C'est comme un peu Bercy, sauf que c'est à Tours. Un peu plus de 40 ans, aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre propre écurie de Supermotard, ce qui est un peu rare en France. C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est impossible, et vous l'avez fait, c'est réalisable. C'est très difficile, hein. J'ai passé beaucoup de mauvais moments. Surtout en Champagne-Ardenne, où, on peut le dire, vous n'êtes pas vraiment aidé, soutenu. Pas du tout, hein. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, j'ai passé quand même beaucoup de mauvais moments parce que c'est beaucoup de casse-tête. Donc, les plupart des écuries en fait sont à l'étranger parce que pour des problèmes, je pense, de facilité d'organisation et puis certainement fiscale, je pense. Donc, voilà. Parce quoi. que c'est une sacrée structure. On va revoir la photo. J'aimerais bien revoir la photo de ce camion qui est assez imposant avec toute la structure qui est à côté, là, blanche à gauche. J'imagine que déplacer ça, peut-être pas tous les week-ends, mais tous les mois, ça a un coût et puis ça c'est un bon c'est coup, du travail, quoi. Ça a un coût, c'est une organisation, c'est vraiment une organisation à prévoir à l'avance, à tout gérer sur place. Chaque personne qui m'accompagne, ils ont chacun leur rôle, quoi.
heureusement, j'ai quand même des gens passionnés qui sont autour de moi et qui m'aident beaucoup quand même. Maintenant, vous avez presque tout réussi. Qu'est-ce que vous allez faire de votre avenir, de votre futur? Qu'est-ce qui vous attend? Vous allez vous lancer encore beaucoup de défis? J'aime ça, les défis. C'est un petit peu l'essence qui me permet d'avancer. Donc aujourd'hui, en 2010, j'ai pris un nouveau pilote en motocross. C'est-à-dire qu'on va être présent en supermotard, plus en motocross. Ouais. Donc je reviens un petit peu à mes sources. Et puis peut-être si j'arrivais un petit peu à convaincre les gens de la région, moi j'aimerais quand même vraiment faire une piste ici, quoi. Donc voilà, que ça reste toujours d'actualité. J'ai mon brevet d'État qui était financé par la région Franche-Comté, malheureusement, enfin ou heureusement, mais bon voilà quoi. Ouais, c'est décevant que la région Champagne-Ardenne ne s'investisse pas plus que ça. Disons souvent on n'a aucune réponse, quoi. On est face à un mur, donc après. Moi, je demande que ça, de porter les couleurs de ma région. Surtout que vous avez une image à travers la France, comme par exemple là avec Alain Prost lors du trophée Andros. Vous avez un savoir-faire, vous avez une image, donc les gens devraient vous prendre au sérieux. Beaucoup de gens en profitent, mais malheureusement, pas beaucoup de la région, quoi. Ouais. Voilà, donc après, j'aimerais porter les couleurs de ma région parce que je suis quand même fier d'être au bois. Voilà, donc. On voit les casques que vous avez accumulés au cours de la carrière avec les images de Lucky Luke. Et je vais vous lancer un défi dans quelques instants. Ce sera de répondre à la fameuse question qui intervient à la fin de chaque émission. Mais juste avant cette question, je voudrais savoir pourquoi il y a cette image de Lucky Luke un petit peu partout. Pourquoi aussi qu'on vous surnomme aussi Lucky Luke? Lucky Luke, c'était Christophe Opilard de chez OCD. À Troyes. Oui, à Troyes, qui peint des casques un petit peu pour la totalité des pilotes mondiaux, que ce soit n'importe quelle discipline. Et puis en 89, comme j'ai vraiment roulé très très fort, en fait, ils m'ont un petit peu surnommé le Lucky Luke de la moto, c'est-à-dire que je dégainais la gâchette plus vite que mon ombre. La poignée de gaz. Ouais, la poignée de gaz, donc c'est parti comme ça. Christophe m'a fait un casque avec un Lucky Luke derrière, avec la poignée de gaz dans l'étui à la place du revolver. Et puis ce casque a fait quand même le tour du monde. C'était dans les débuts des casques peints, et puis c'est resté. Et au lieu de Lucky Luke, c'était Lucky Luke. Quoi. D'accord. Pour finir, je vais vous demander de tirer une boule. Vous ouvrez la boule en question. Il y a une question justement à l'intérieur qui porte sur le sport. Je vais vous demander d'y répondre, Ludovic. Alors, qu'y a-t-il dans cette petite boule? Où étiez-vous lors de la finale de la Coupe du Monde 98? La Coupe du Monde de football, bien sûr. Souvenez-vous ce que vous faisiez le 12 juillet. J'entraînais un jeune pilote et on revenait d'une course, donc on écoutait à la radio et sur la route c'était désert, il n'y avait plus personne. Comme on entendait que ça commençait, on s'est arrêté dans un petit restaurant où il y avait la télé. On a suivi la finale de la Coupe du Monde dans un petit restaurant. Je pourrais pas vous dire où, mais ça vous a marqué puisque vous vous en souvenez. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Bon, merci d'avoir participé donc à cette émission, Ludovic. On espère que vos projets vont se réaliser. En tout cas, vu la carrière que vous avez eue, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, Ludovic. Je vous remercie. Merci et à lundi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir.